Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je reçois Marie qui a gentiment accepté de vous témoigner son travail au sein d'une pouponnière. Donc, elle va nous parler de son parcours, de son année d'études et de son métier, de son rôle actuellement. Donc, bonjour Marie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant d'entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture et comment tu as connu le métier ? Alors bonjour, donc je m'appelle Marie, j'ai 34 ans. Donc j'ai commencé moi déjà en sortant du collège, j'avais pour projet tout ce qui est métier à la santé, donc aide-soignant, infirmière, auxiliaire, donc BEP carrière sanitaire et sociale et bac ST2S dans la foulée. Et puis après, n'ayant pas réussi les concours, que ce soit infirmière, auxiliaire ou aide-soignante, j'ai fait un peu de tout. De l'hôtellerie-restauration, j'ai été fille au père, accompagnante pour les enfants en situation de handicap en milieu scolaire. Et donc, au bout d'une petite dizaine d'années, j'ai quand même réussi à rentrer à l'école, donc il y a 5 ans. Je suis partie de ma Bretagne natale pour monter sur Paris. Donc, quand tu as dit que tu n'avais pas réussi la première fois, c'est parce que tu penses que tu étais trop jeune, mal préparée peut-être, tu ne savais pas trop les attendus de la formation ? Peut-être, et puis aussi le concours en lui-même, je pense que j'avais énormément de problèmes au niveau... on faisait passer les tests psychotechniques. C'était difficile ça, à l'époque, oui. Donc c'est vrai que bon, moi et la logique, c'est pas une épreuve qui t'a arrangé. Mes amis, donc c'est vrai que ça a été un peu. Et c'est à ce niveau-là, je pense. Enfin, bon, après peut-être qu'à l'oral, ça aurait peut-être pas marché tout de suite non plus, hein, mais déjà il y avait la barrière de l'entrée. Ok, je comprends. Ouais. Très bien. Et là, quand tu as donc passé l'entrée à l'école, donc du coup, c'était avec le nouveau décret, donc tu n'avais pas le test psychotechnique. Si. Ah, tu les as eu encore ? En fait, je crois que je suis dans la dernière session. Ah, ok. Donc, avoir passé avant le changement, ouais. Mais donc, tu as réussi ? Oui, sauf que là, ouais, j'ai réussi. Bah, du coup, c'est bien quand même que tu aies pu vérifier que tu étais capable juste avant qu'il y ait la réforme. Donc, finalement, c'est quand même bien. Oui, parce que du coup, ça a marché. Alors, tu t'es réconcilié avec la logique. C'est bien. C'est ça. Donc, tu t'étais bien préparée, je suppose, pour entrer ? Oui, c'est vrai que j'avais bien potassé les livres, etc. Et c'est vrai qu'en Bretagne, au moment où j'ai repassé, on avait l'école de Vannes qui venait d'ouvrir. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas du tout le même... qui proposait pas exactement le même concours au niveau des tests psychotechniques, toujours, qu'à Rennes, qui est l'école de la Croix-Rouge. Donc ils ont des tests psychotechniques un peu particuliers qu'on ne peut pas réviser en fait. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup bloqué et je m'étais dit mince, je vais arrêter, je vais plus retenter ma chance, c'est trop compliqué, etc. Et puis entre-temps, j'ai passé le SAP Petite Enfance en candidat libre. Et en fait, en faisant un stage, j'ai vu qu'ils ouvraient l'école à Vannes. Et puis je me suis dit avec un peu de chance ça peut marcher. Et du coup j'ai essayé puis ça a marché. Mais écoute, tu peux être fière de toi. Du coup, ça c'était en quelle année ? En 2019. Très bien. Donc tu as fait ton année scolaire. Comment s'est passée l'année ? Oui. Plutôt bien. Donc en plein Covid. Donc c'est vrai que ah oui, donc c'était pas l'idéal. De mars, du confinement, du début du confinement à fin mai, début juin, on a tout fait à distance. Nos stages, moi j'avais un stage en maternité qui commençait, je crois, 2-3 semaines après le début du confinement et qui avait été gardé. Donc si j'avais voulu, j'aurais pu y aller. Mais c'est vrai que en maternité, je voulais pas prendre de risque de quoi que ce soit. Donc du coup, tu as fait comment pendant cette année pour valider tu as été dispensée de stage ? Non, les stages ont été, du coup, on a fait des... T'as changé de lieu de stage ? Alors, on n'a pas changé, ils nous ont fait faire
des analyses de pratique, enfin, vraiment des dossiers à compléter. On avait plein de documents réceptionnés par mail. Et c'était à nous derrière à nous donner tant de délai pour. Donc c'était une dispense pour en fait que vous ayez des travaux à faire différents, mais pour valider les mêmes compétences en gros. Qui servait de validation pour le diplôme derrière. Ah, c'est vrai que vous n'avez pas eu de chance pour ça, ouais. C'est vrai que c'est. Non, c'est vrai que et puis nous on était un peu inquiets en fait parce qu'on se disait mince derrière peut-être que les employeurs derrière ils vont se dire mince sans tous les stages peut-être que le diplôme a moins de valeur ou... Oui, donc c'est vrai que c'était une année de formation un petit peu compliquée pour toi là. Un peu compliquée. Bon, c'est vrai qu'en présentiel c'était vachement intéressant quand même parce que du coup moi j'avais de la chance, les stages étaient tout trouvés. Donc c'est vrai que ils nous laissaient trouver si on voulait faire autre chose. D'accord. Et qu'on trouvait des stages ailleurs, il y avait possibilité de le faire aussi, mais dès le début de l'année on savait on avait 6 stages, je crois, à l'époque, si je ne me trompe pas. Donc, on avait... j'en ai fait j'ai fait une crèche hospitalière, j'ai fait les urgences pédiatriques, une crèche, et du coup, en revenant du confinement, j'étais en chirurgie. Voilà, c'était vachement intéressant. Et donc, quand tu as fait tous ces stages, est-ce que tu as pu te positionner sur un projet professionnel? Est-ce qu'il y avait un secteur qui te plaisait plus qu'un autre? Alors moi, déjà, j'étais pas fermée à la crèche, mais c'est vrai que j'étais beaucoup focus milieu hospitalier, pouponnière, handicap, plutôt que la crèche. D'accord. C'est vrai que j'étais un peu... Après, j'étais pas fermée du tout. Oui, c'était juste... que les 3/4 des postes à pourvoir sont en crèche. Donc, c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver un poste après et de se dire qu'on ne trouvera pas forcément le poste... Est-ce que en stage, ils t'ont proposé du travail en stage? Alors oui, au niveau des urgences... Je m'étais repositionnée en fin d'année, en fait, quand j'ai commencé à postuler un peu partout. Ils cherchaient là aussi, donc j'avais renvoyé mon CV, une note de motivation dans cet hôpital-là. Et alors, j'ai pas été prise, mais c'est vrai que j'avais des propositions un peu partout. Oui, donc finalement, tu avais quand même pas mal de propositions, même avant d'être diplômée, quoi. Okay. Oui, j'avais fait le nécessaire, en fait, pour pas me retrouver sans rien non plus à la fin de l'année. Mais c'est vrai que j'avais un peu le choix, quand même. Ok, vous étiez combien dans votre promo? Alors, nous, en sachant que j'étais, moi, avec le Greta, donc on était 7-8, je crois. Ah, c'était une toute petite classe. Oui. La promotion n'était pas pleine et c'est vrai qu'on était en cours aussi. On partageait les formatrices avec les autres apprenants qui étaient en cursus partiel. D'accord. Du coup. Ok. Et comment était l'ambiance, même si c'était une petite classe? Est-ce que vous vous entendiez bien? Est-ce que vous étiez proches? Vous vous souteniez dans cette année? On s'entendait plutôt pas mal et c'est vrai qu'on avait toutes un certain âge, entre 20 et 30 ans. Donc c'est vrai que ça permettait quand même d'avoir une mentalité oui, vous étiez adulte, plus de la même génération. Un peu par rapport aux autres filles. Il n'y avait pas de garçons du coup dans la promotion qui avaient 17-18 ans et qui étaient très immatures. Donc c'est vrai que c'était pas, quand on était avec elle, c'était pas très... On a eu un peu de mal, c'est vrai, à prendre contact avec elle. Oui, après c'est normal, il y en a qui sortent de l'école, ils sont encore étudiantes. Oui, je comprends. Après ça c'est pas un problème pour l'apprentissage. C'est vrai qu'après on se classe par affinité, par âge, par centre d'intérêt. Oui. Très bien. Donc est-ce que tu as eu ton diplôme facilement? Est-ce que tu as validé tes modules facilement? J'ai dû aller au rattrapage pour un module. Je crois que c'était le module d'ergonomie qu'on n'a pas fait en présentiel. D'accord. Donc c'est vrai que ça a été un peu spécial à valider du coup parce que c'était vraiment où là il
il fallait pas faire la posture devant la formatrice. Il fallait vraiment détailler par écrit ce que nous on aurait fait si on avait été sur place. D'accord. C'est vrai que c'était un peu compliqué du coup. Bon, après, tu as eu un apprentissage quand même chaotique, c'était pas facile quand même de... Bah, c'est vrai que ça a été un peu... Vous étiez en autonomie totale, quoi, hein, donc c'était pas oui, facile. Oui. C'est vrai que ça a même été un peu compliqué des fois de se mettre dans le travail, du coup, parce que sans cadre, on se laisse facilement distraire autrement. Oui, le contexte n'était pas favorable, mais en tout cas, donc bravo, parce que même si tu as eu un module à rattraper, tu l'as eu, tu as fini par l'avoir. Oui, c'est vrai, ouais. D'accord. Donc quand tu as un rattrapage comme ça, ils te font passer longtemps après le module en question? Non, je crois qu'elle nous a fait passer dans la foulée. Je crois qu'on avait genre peut-être 2-3 jours pour... ok. Donc ça, où elle nous a renvoyé un autre sujet. Et, d'accord. Ok, on donc ça avait n'a le rien temps changé. de potasser un petit peu et... Ok. Et du coup, une fois que tu as été diplômée, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu as commencé à travailler directement? Oui, dans la foulée, parce qu'on avait le jury mi-juillet et j'ai commencé fin juillet. Donc tu as commencé où fin juillet? Tu as commencé où du coup? Directement à la pouponnière où je travaille. D'accord. Ça s'est passé comment pour le recrutement? T'avais déjà fait un stage ou t'as postulé comment? Pas du tout. Alors moi j'avais vu l'offre sur Pôle emploi à l'époque, donc j'avais ma lettre et mon CV étaient prêts à être envoyés. Et en fait, on s'est revus avec notre promotion et notre formatrice pour finaliser les derniers la paperasse et tout de fin de formation, parce que quand on finissait pour un stage, on s'était pas revus. D'accord. Et du coup, il fallait fignoler tout ça. Et en parlant, j'avais une camarade de promotion qui avait été engagée en faisant fonction, du coup, en attendant le jury. Et elle me dit non, mais t'embête pas avec ta lettre, envoie directement un mail. Il cherche du personnel et tout. T'inquiète pas. Donc du coup, elle m'a donné le mail et puis j'ai envoyé directement un mail et on m'a répondu genre peut-être une petite semaine après, peut-être à peine même. Et du coup, moi, on m'avait proposé un rendez-vous. Donc du coup je suis allée à cet entretien où là c'est vrai que j'ai eu l'occasion de croiser quelques enfants et puis mes futurs collègues, et on m'a rappelé après quelques jours après en me disant que j'avais été acceptée et que tu devais être contente. Revenir. Ouais. Parce qu'en plus c'est quand même, il y a beaucoup de filles qui veulent travailler en pouponnière, donc trouver du travail aussi facilement, c'est un secteur qui fait rêver, la pouponnière, pour beaucoup. Ce secteur social, donc c'est vrai que c'est une chance, quoi. Donc du coup t'as commencé alors donc du coup quel est ton rôle au sein de la pouponnière? Comment est-ce que tu t'y sens? Est-ce que t'as mis longtemps à t'adapter? Explique-nous un petit peu du coup ton travail actuellement et la progression que tu as faite. Alors c'est vrai que c'est une structure un peu particulière, donc parce que il y a une pouponnière donc à caractère social, donc une pouponnière lambda, donc pour les enfants de 0 à 3 ans. Mais moi, on a un secteur qu'on appelle médical, où en fait, ce sont des enfants entre 0 et 6 ans qui sont porteurs de handicap ou de maladie, du coup, qui ont besoin de soins un peu particuliers. Donc c'est vrai qu'ils sont... Est-ce que c'est des enfants qui dorment sur place ou qui rentrent chez eux? Oui. Non, là c'est en internat. Après, certains rentrent où il n'y a pas de placement judiciaire, donc c'est vraiment les parents qui nous demandent un accueil, un peu un coup de pouce, où là par contre, comme il n'y a pas d'ordonnance de placement, ils peuvent rentrer le week-end, ils peuvent aller en vacances quand c'est là en plein été, ils peuvent partir une semaine ou deux, etc. Mais autrement, oui, c'est en internat, ouais. Ils sont là toute l'année. Et donc là, c'est que des enfants qui ont des familles qui s'occupent d'eux. Ce ne sont pas des enfants pupilles de l'État ou adoptés. Ou à adopter. On peut en avoir. D'accord. Il y a un mélange, d'accord. Il y a des enfants, il y a des orphelins aussi également.
Oui, alors là, actuellement, on n'en a pas, mais on en a eu un petit bébé en début d'année, là, où, accouchement sous X. Donc vous le gardez en attendant d'être adopté, c'est ça? Oh, voilà, c'est ça. Donc nous, il est arrivé en novembre, fin novembre, et il a été adopté fin mai de cette année. Donc, Quand même, ok, d'accord. Ouais, il est parti assez vite. Okay. Bah oui, et puis c'est ce qu'on leur souhaite aux enfants adoptés qui restent pas longtemps de toute façon. Hein. Oui, puis nous, déjà nous, quand il est arrivé, la référente ASE qui l'a accompagné nous a dit dès que les 2 mois de délai au niveau pour se rétracter pour les parents. Voilà, que le dossier était déjà prêt à être étudié, etc. pour qu'il ait une famille le plus vite possible, en fait. Et est-ce que tu assistes, toi, à la rencontre avec éventuellement la future famille est-ce que les futurs parents viennent voir les enfants dans ce cas-là? Est-ce que tu es présente? Oui. Donc là, c'est vrai que nous, on a un système qui s'appelle de référence. Donc quand l'enfant arrive, il y a une des auxiliaires qui est nommée référente. Donc souvent, c'est l'auxiliaire qui est présente au moment de l'arrivée pour que c'est un peu du sens quand même. Bien sûr. Et là, en l'occurrence, pour ce bébé-là, c'était moi. Donc c'est moi qui ai tout fait, qui l'ai accompagné après au moment de l'adoption. Donc quand ils ont présenté la photo de sa maman. Et puis derrière, du coup, tout l'accompagnement quand la maman est venue le voir la première fois. Et puis tout ce qui était premier soin, quoi, le bain, toutes ces petites habitudes, les repas, etc. Donc toi, tu as un contact direct avec la future maman. Dans ce cas-là, tu es vraiment là pour faire le lien. Là, dans ce cas-là, oui. C'est vrai qu'autrement, par contre, au niveau des visites, c'est pas nous qui gérons les visites médiatisées, par exemple. Oui, ça c'est plus dans le cadre, un cadre social après. Ouais, ça va être plutôt la puéricultrice ou la psychologue du service qui vont gérer ça. Ou là, par contre, on nous demande nous auxiliaires de pas trop interagir, de pas trop nous emmêler en fait. D'accord. Oui, chacun son rôle après au niveau de. Oui, voilà, c'est vrai qu'ils aiment pas trop au niveau des parents. C'était vrai que de leur montrer que nous, de voir l'enfant dans nos bras, pour le parent, ils considèrent que ça peut être un peu compliqué. Je comprends. Du coup, ils préfèrent que ce soit un autre tiers qui accompagne l'enfant pendant les visites. Oui, parce qu'en fait, tu es la personne qui s'est occupée avant que de cet enfant, que tu connais plus que le futur parent. Donc peut-être ils auraient peur de ne pas se sentir légitime, que l'enfant est peut-être déjà attaché à toi, c'est peut-être dans l'inconscient, ils se disent ça. Donc, c'est vrai que ouais. Et est-ce que toi, parce que du coup, un enfant comme ça, qui est tout nouveau-né, etc., il a des besoins spécifiques, enfin, il a besoin d'une chaleur humaine. Est-ce que le temps de présence est aussi important, je te parle pas de l'affection, mais qu'une mère, c'est-à-dire est-ce que vous l'avez vraiment tout le temps sur vous, vous remplacez la maman au niveau des soins, parce que c'est ce qu'un bébé a besoin. Est-ce que vous arrivez à être aussi disponible que ça? C'est vrai qu'on fait du mieux qu'on peut. Donc c'est vrai on essaie que quand ils sont sécures, de pas trop les embêter au final. Quand on sent qu'ils sont bien, qu'ils nous réclament pas entre guillemets, on les laisse un peu sans être partis complètement de la pièce. Hein. On a un œil, mais c'est vrai qu'on essaye de garder les marques d'affection quand on sent qu'ils ont. Oui, parce que ce positionnement, ça doit pas être facile, parce que c'est pas comme quand on s'occupe d'un bébé en crèche qui rentre le soir chez soi. Là, c'est vraiment particulier. Le soir, il reste là, l'enfant, donc c'est vraiment, faut vraiment s'adapter. C'est pas facile de cette limite justement. Tandis que c'est vrai qu'en crèche, on sait qu'il y a papa, maman ou même la nounou qui va venir le chercher le soir. Quelqu'un l'attend, oui, on sait que quelqu'un l'attend. Là, c'est vrai que c'est particulier. C'est vrai que c'est compliqué parce que, à la limite, pour les quelques-uns où les parents sont très peu présents, je dirais que c'est un peu plus facile. Mais c'est vrai que quand les parents sont présents, on n'a pas à les remplacer au final. Parce que même s'ils sont que très peu là, ils sont là. Donc on n'a pas à les remplacer. Mais c'est vrai que
a quand même des choses à faire qui sont du rôle de parent. Donc c'est pas facile de se positionner sans se dire mince, est-ce que j'ai un peu trop, est-ce que j'ai dépassé les limites ou est-ce que c'est trop, pas assez? Oui, il doit y avoir beaucoup d'introspection dans ton métier pour comprendre ta place en apportant ce qu'il faut à l'enfant, en lui donnant suffisamment d'affection, mais en restant quand même à une place professionnelle. Ça doit vraiment pas être facile. Hein. C'est vrai que ouais, c'est... Bon, après, je sais que personnellement, je ne m'empêche pas de leur faire des bisous, des câlins. Oh, ben, ils en ont absolument besoin, de toute façon. Je sais que tout le monde ne pense pas comme ça, mais je sais que même à l'école, hein, on nous a dit... pas de surnom, pas de choses comme ça, mais c'est vrai que là, je trouve personnellement qu'ils ont un profil tellement particulier qu'on... sans affection, un enfant meurt tout simplement. Hein. Sans affection, sans c'est amour. Ça, en fait, ouais. On a bien étudié que l'amour était aussi important que le lait dans le développement de l'enfant, donc... Et puis de toute façon, je pense que tu le ressens qu'avec de l'affection, un enfant se développe beaucoup mieux. Donc même si c'est une affection après qui va changer de personne, surtout à cet âge-là où ils sont complètement vulnérables, ils ont énormément besoin de chaleur humaine. Donc, mais bon, on est obligé de nous enseigner quelque chose pour apprendre les limites. Et puis après, il y a la réalité du terrain. Et... Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que... Je pense même que les gens qui t'enseignent ça, lorsqu'ils pratiquent, ont une pratique un petit peu différente. Donc, oui, sûrement, oui. C'est parce qu'après, voilà, c'est les textes pour, le décret pour valider des diplômes, mais après, donner de l'affection à un enfant, c'est un peu obligatoire dans des pouponnières. C'est ce que j'aurais dit aussi. Puis c'est même humain, on le sent naturellement que c'est ça dont ils ont besoin. Oui, c'est vrai que... Ouais. Donc toi, tu as vraiment des profils particuliers, tu as des enfants sains, des enfants porteurs d'handicap, des enfants avec des familles, des enfants sans famille, des enfants qui rentrent chez eux, des enfants qui ne rentrent pas chez eux. Donc toi, c'est vraiment très très varié. Du coup, est-ce que ça te plaît là, avec maintenant l'expérience que tu as, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu as envie de continuer à la pouponnière? Oui, mais alors moi je suis très bien où je suis. Donc c'est vrai que après il y a d'autres secteurs c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé maternité, etc. Donc peut-être que plus tard, si l'opportunité se présente, peut-être que je réfléchirai. Mais c'est vrai qu'actuellement, je suis bien où je suis. Donc c'est vrai que... Et du coup, quelle est l'équipe avec laquelle tu travailles du coup? Toi, il y a aussi des autres auxiliaires, il y a des infirmières, des EGE. Voilà, c'est ça. Donc nous, dans notre service, là, on a 2 unités de vie. Donc avec normalement quand les unités sont complètes, il y a 6 enfants. Donc nous on travaille, il y a 2 binômes d'auxiliaires. Donc on travaille une du matin, une du soir. Et il y a la contre-équipe après qui fait pareil matin-soir. Donc on est 4 à tourner sur toute la semaine. Du coup on a les infirmières, on a une éducatrice de jeunes enfants, on a une kiné, on a une psychologue, la puéricultrice qui chez nous est chef de service, donc qui a plutôt un rôle administratif, et de gestion plutôt que de soins. D'accord. Avec nous. Après, on a aussi toutes les médecins, du coup, parce que du coup, comme ils sont malades, il y a une obligation d'astreinte médicale tout le temps. Donc soit ils sont présents et voilà, soit le soir, à partir de 18h, ils sont d'astreinte. Donc si nous on a besoin de les appeler la nuit, il y a forcément un des pédiatres qui a été mis d'astreinte et qui est disponible pour venir. Après, il y a la même équipe la nuit. Donc, il y a une auxiliaire, une infirmière la nuit, entre 21h et 7h du matin. Autrement, il y a tout ce qui est logistique. Hein. Donc, on a une cuisine. On a une cuisine. Donc, les repas sont faits sur place, autant pour nous que pour les enfants. Il y a la lingerie aussi pour tout ce qui est vêtements.
On a la biberonnerie aussi, donc pour les plus petits qui boivent encore du lait, donc qui sont préparés sur place avec les ordonnances qui sont faites par les médecins, donc suivant le régime de l'enfant, si anti-régurgitation, s'il faut que ce soit enrichi, etc. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau... D'accord. Et là, parce que normalement, dans les pouponnières, c'est vrai que dans l'esprit commun, on s'imagine pas que ce soit forcément des enfants porteurs de handicap. On s'imagine plus des pupilles dilatata, des enfants en attente d'adoption, etc. C'est quoi la différence, par exemple, avec toi, la pouponnière dans laquelle t'es, et une IME, par exemple? Pourquoi, par exemple, ces enfants-là n'ont pas une place en IME? C'est par rapport à la région dans laquelle t'es, par rapport à leur âge? Pourquoi, à ton avis? Il y a beaucoup au niveau de l'âge, sachant que nous, derrière, nous, c'est entre 0 et 6 ans. Et que c'est vrai, avant leurs 6 ans, on essaye de les orienter souvent soit en IME, soit en famille d'accueil si possible, ou alors en retour à la maison également quand c'est possible. Donc après les 6 ans, tu veux dire? Ouais. D'accord, ok. Donc c'est par rapport à l'âge surtout que... surtout à l'âge, et puis parfois la difficulté qu'ont les IME aussi d'accueillir nos enfants, parce que eux aussi ont de gros soucis au niveau personnel et de place, donc ils peuvent pas... Bien sûr. Oui, donc en fait c'est un peu débordé par rapport au manque de place en IME. Malheureusement, ils peuvent pas s'agrandir non plus, et ils n'arrivent pas à faire venir de personnel comme ça. Bien sûr. En claquant des doigts, malheureusement. Donc même nous, on a là normalement... on a deux services de 3 unités, sauf que là, on ne tourne qu'à 2 services de 2 unités parce qu'on n'a pas le personnel qu'il faut, et que du coup, on ne prend pas plus d'enfants que ce qu'on peut prendre. Donc la capacité d'accueil là d'enfants, c'est combien? Alors là, normalement, on devrait être sur 2 fois 18, 36. Et ça ressemble à un hôpital, à une école, à une structure un peu neutre, ou ça ressemble à quoi du coup la pouponnière? Alors là, nous, c'est un grand bâtiment en briques. D'accord. avec une grande rotonde au milieu, donc avec beaucoup de lumière. Et autrement, non, c'est des pièces de vie. Il y a les pièces de vie sont avec la salle de bain, le dortoir, il y a le bureau infirmier, il y a les salles de visite, les différents bureaux, l'office. Nous, on récupère où on peut stocker les biberons, etc. Et les enfants, ils sont dans des dortoirs, ils ont des chambres individuelles, ça se passe comment pour Non, c'est en dortoir. D'accord. Après, ils ont chacun leur petit lit. Mais par rapport au fait qu'ils sont porteurs de handicap, il y a des appareillages spécifiques, etc. pour la nuit, etc. Alors là, oui. Enfin, là, on a un petit... Alors souvent, c'est des enfants qui vont pas marcher, par exemple, ou très difficilement. Donc, c'est des enfants qui vont être dans des sièges qui ont été moulés. Donc, nous, on a un orthopédiste attitré à la structure et un appareilleur. Donc, c'est l'appareilleur, après, avec l'ordonnance de l'orthopédiste, qui vient prendre les mesures, etc., pour faire soit un siège s'il y a besoin, des matelas, par exemple, tout ce qui est anti-escar, etc., si nécessaire. Là, nous, on a un petit garçon qui s'est fait opérer d'une luxation de la hanche. Donc là, il va avoir ce qu'on appelle un pelvis. Donc, une espèce de petite attelle pour garder sa hanche droite, qui ne porte que la nuit. Donc là, pareil, c'est l'orthopédiste l'appareilleur qui a géré la fabrication, et c'est à nous après de bien les installer et d'observer s'ils sont pas bien dedans, de signaler. Et après, on a un autre petit bébé qui lui qui a 2 vertèbres, 2 cervicales d'abîmées, donc qui a un corset pour maintenir sa colonne vertébrale, du coup, en attendant de voir si ça se stabilise ou pas. Oui, donc c'est des choses assez lourdes.
Voilà, ouais. D'accord. Oui, donc tu as un travail intéressant parce qu'il y a le côté social, il y a un côté vraiment dans les soins de nursing, d'accompagnement, tu nourris les bébés, tu t'en occupes. Tu as le côté vraiment aussi travailler avec enfants porteurs de handicap, donc c'est aussi quelque chose de différent en termes de compétences, etc. Donc toi, tu as vraiment un endroit multifonction, quoi. C'est à la fois une crèche, une IME et puis un hôpital, une école. Enfin, c'est un petit peu tout à la fois. Oui, quoi. C'est vrai que c'est un peu de tout en même temps. Donc c'est très intéressant. Donc tu t'y plais bien et puis tu verras par la suite comment t'évolues. D'accord. Ben, peut-être que j'aurai l'occasion de t'interviewer sur un autre secteur d'activité plus tard, mais en tout cas c'était très intéressant de parler avec toi de ce sujet. Ça fait combien de temps que tu travailles Moi, ça fait 4 ans. Oui, donc t'as maintenant beaucoup d'expérience. Hein. Et quelle est la chose qui t'a le plus marqué dans cette pouponnière? Il y a pas mal quand même parce que là tout de suite ou une leçon de vie ou quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a alors marqué ou fait prendre conscience de quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose quelque chose qui t'a impacté sur ta façon de voir le métier, sur la personne que tu es, la professionnelle que tu es? Là, t'en as trop là, il y a trop d'enfants. Ouais, il y a plein de choses différentes, autant bien que tristes en fait. Oui, parce forcément. On a des enfants qui sont amenés à décéder. Donc c'est vrai que des fois, et là les 2 derniers sont décédés chez nous. Donc c'est vrai que ça a été très... C'était attendu entre guillemets ou c'était... Oui, parce que c'est des enfants dont l'état était en train de se dégrader en fait. Mais il y a une possibilité d'hospitalisation dans dans la pouponnière pour la fin de vie? Là, nous, c'est ce qui a été fait pour ces 2 enfants-là. En fait, ils ont été sédatés donc et soulagés, donc morphine, oxygène. Oui, c'est des soins palliatifs, mais pour les enfants. Voilà. Après, on peut tous les autres enfants qui ont pu décéder depuis que je suis arrivée, souvent ils étaient hospitalisés et ils décédaient du coup souvent en réanimation, etc. Donc là c'est vrai par contre que de voir sur place c'est très particulier parce qu'on sentait bien dans l'ambiance que c'est lourd et pesant et pendant ce temps-là, il y avait quand même tous les autres enfants qui avaient besoin de nous et qui... Parce que est-ce que c'est des enfants qui ont une pathologie liée ou pas à leur handicap qui fait que la vie sera forcément plus courte? C'est lié à leur maladie? Là, oui. En fait, c'était des petits enfants qui avaient des gros soucis au niveau pulmonaire, par exemple. Donc, au bout d'un moment... Et ils avaient une famille, ces enfants-là? Alors là, ces 2-là, oui. Il y avait les parents étaient présents. Donc, quand c'est comme ça, les parents sont contactés et le pédiatre vient aussi. Et, là, en l'occurrence, c'est le pédiatre qui a géré le certificat de décès, par exemple, etc. Et est-ce que c'est possible, je ne sais pas si tu es au courant de cette information, est-ce qu'il y a des parents qui peuvent demander une hospitalisation à la maison, par exemple, s'ils veulent rester avec leur enfant pour les derniers instants qu'ils ont à vivre? Est-ce que c'est possible de le sortir de l'institut pour une hospitalisation, par exemple, à la maison? Est-ce que ça existe? Alors, je ne sais pas, mais là, en l'occurrence, je pense qu'à partir du moment où il n'y a pas d'ordonnance de placement en tant que telle. Là, en l'occurrence, les parents étaient là et il n'y avait pas, si mes souvenirs sont bons, il n'y avait pas la justice s'en mêlait pas. Donc je ils sont libres. Qu'à partir de ce moment, d'accord. Je pense qu'à partir de ce moment-là, s'ils trouvent le service d'HAD, oui, à disposition pour le faire, je pense que c'est possible, ouais. D'accord. Oui, effectivement, ça fait partie des choses tragiques de notre métier, hein, d'accompagner. On accompagne dans la joie, mais on accompagne aussi dans la faim. Donc ça, c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte dans ce métier parce que ça peut arriver dans beaucoup de services.
Donc effectivement, pour celles qui se projettent, il faut savoir que vous pouvez être confronté à ça et voilà, il y a des métiers où on va pas être confronté normalement au décès ou à la fin de vie, mais nous, dans les métiers de soins, effectivement, ça peut arriver. C'est vrai que ouais. C'est pas... Bon, c'est vrai que nous, particulièrement, je sais qu'à l'embauche, nous, on nous prévient que c'est des enfants avec un profil un peu particulier, donc on sait d'avance que ça peut arriver, mais c'est vrai qu'entre le savoir et vraiment le vivre, c'est un peu... c'est pas pareil. Oui, effectivement, et puis on acquiert de l'expérience, mais on s'habitue jamais à ça. Hein. On sait être professionnel, mais ça, c'est quelque chose où voilà, on peut pas s'y habituer. Non, c'est ça. Donc, puis là, c'est vrai que ça passe le professionnel. Au final, on peut pas ne pas être touché. Ah oui, bah évidemment. Évidemment, là, ça passe toutes les barrières. Il faut trouver le juste milieu, mais faut pas se braquer non plus parce que on est censé être. Oui, puis tu es censé aussi soutenir les parents, donc il y a ta peine. Fort, Oui, et puis tu dois après aussi, voilà, comme je l'avais dit, soutenir les parents. Donc il faut que tu gardes une solidité professionnelle. Et c'est pas facile quand on rentre chez soi après le soir. C'est pas facile. Et en plus on les oublie pas, hein, forcément. Donc oui, toi t'es dans un secteur aussi avec ce côté aussi très émotionnel, hein, où il peut se passer plein de choses parce qu'on voit des enfants qui souffrent, etc. Donc ça, c'est aussi, faut s'y préparer. Parce qu'une auxiliaire, elle peut travailler en crèche avec des enfants sains qui n'ont pas de problème, ou alors après aller dans des services où ça peut être plus compliqué. Donc c'est vrai qu'il faut bien choisir le secteur qui nous convient en fonction de notre personnalité, etc. Toi, tu te sentais capable d'affronter tout ça de base, ou tu as vu aussi la force que tu avais en pratiquant? Je pense que ça s'est fait après, au final, au fur et à mesure de voir les enfants déjà aussi vulnérables. C'est vrai que les premiers mois, ça a été un peu compliqué de dire mince. De trouver la force. C'est compliqué quand même. Et puis au fur et à mesure, on se dit ils nous apprennent aussi beaucoup de choses, hein, ces petits bouts. Hein. Parce qu'eux, ils sont combatifs et eux, ils peuvent pas. Ils sont là et ils ont besoin de nous, donc faut y aller. Ouais. Et puis ils nous donnent des bonnes leçons de vie. Hein. Ça, c'est vrai. Ouais. Très bien. Écoute, je te remercie pour ton témoignage plein de sensibilité et merci d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. C'est très intéressant, la pouponnière, ça intéresse énormément de futurs élèves et auxiliaires de puériculture. Donc merci vraiment Marie d'avoir participé à ce podcast. Et puis écoute, je reste en contact avec toi, peut-être un jour si tu changes de secteur ou si l'année prochaine tu as encore d'autres expériences et que tu as envie de les partager avec nous. Ce sera avec grand plaisir. Donc écoute, merci et puis écoute, à bientôt et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir Marie. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast et encore merci à Marie d'avoir participé. Si vous voulez entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture et vous faire accompagner, sachez que nous avons une prépa en ligne. On vous accompagne de A à Z pour créer tout votre dossier et préparer votre oral. Toutes les informations sont disponibles sur notre site franceprépa.com. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.